santé publique. La proposition du 9 juillet 2010, qui s'inspire sans aucun doute de ce rapport et qui porte réforme de la responsabilité civile, a introduit une action de groupe en droit français, c'est-à-dire une action à l'image des class action aux États-Unis. Mais le législateur a estimé que cette possibilité d'action de groupe, elle ne pouvait être limitée qu'aux atteintes aux biens, c'est-à-dire aux consommateurs de produits, sauf les médicaments. C'est aux antipodes de tous les principes qui guident notre droit, puisque la personne humaine, normalement, est au-dessus des biens. C'est aux antipodes, bien évidemment, de ce qui se fait dans d'autres pays, et je pense notamment aux États-Unis. C'est aux antipodes aussi de ce principe qui est constitutionnel et qui est aussi à valeur conventionnelle et qui est celui d'un procès équitable pour les victimes, permettant de rationaliser des frais, permettant aussi de pouvoir fédérer des actions en garantissant l'individualisation, bien évidemment, de la réparation des préjudices. Je crois qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire sur cette évolution de la règle de droit, et nous attendrons donc patiemment que la Cour d'appel de Paris se décide à nous fixer un calendrier de procédure pour savoir quel sort sera réservé à ces deux laboratoires qui désormais, tels deux titans, vont s'affronter avec une victime au milieu qui sera obligée de compter les points. Alors l'affaire du Distypen, elle se distingue encore en raison du fait qu'il convient de réparer des effets dommageables d'un médicament sur des générations futures. Pendant plus de 10 ans, dans les quelques 150 dossiers qui m'avaient été confiés et qui étaient soumis à l'analyse des juridictions de Nanterre et de Versailles, on se penchait exclusivement sur les effets du Distypen sur les jeunes femmes exposées aux produits. Depuis 2005, Nanterre et Versailles doivent désormais réfléchir sur les problèmes relatifs aux petits-enfants du Distypen. Vous avez entendu ce matin les études sur l'hypospadias. On pourrait considérer qu'effectivement, au moins sur ce terrain-là, il y a guère de discussion. Pour l'instant, les experts judiciaires qui ont été saisis de ce problème ont tous conclu qu'il y avait une relation douteuse avec le Distypen. Nous étions inquiets sur l'analyse qui serait celle des juridictions de fond sur les conséquences de la prématurité, elle-même en lien avec les anomalies dont est porteuse la mère, et surtout créatrice de handicap pour les enfants qui sont nés. Inquiets parce que les laboratoires, qui ont toujours l'heure de pouvoir imaginer des principes de droit nouveaux, avaient créé ce qu'ils appellent la chaîne de causalité indirecte. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de causalité indirecte? Je veux bien admettre, disait-il, pour peu que le juge reconnaisse que je suis responsable, bien évidemment, qu'il y aurait un lien causal entre l'exposition in utero d'un fœtus et les anomalies dont il est porteur plus tard. Mais si ces anomalies expliquent elles-mêmes un accouchement très prématuré, comment pouvez-vous faire le lien entre le handicap directement inhérent à cette grande prématurité et l'exposition au décès de la mère? Allez-vous, Madame le juge, suivre les victimes dans ces raccourcis juridiques auxquels on a l'habitude de vous convier? Eh bien, Nanterre a suivi les victimes dans ces raccourcis juridiques qui étaient effectivement au rendez-vous, et tout à fait récemment, Versailles a effectivement accueilli les demandes qui étaient celles d'une famille venue parler d'un enfant de 21 ans dont la vie était la vie d'un enfant handicapé uniquement à raison du fait que sa mère, espérant pouvoir mener une grossesse à terme, l'avait amené à une vie de dépendance à l'égard des adultes. Reste enfin, parce que l'affaire du Distypen est plus que complexe, l'analyse du lien de causalité. Alors là, c'est un peu technique, mais je vais essayer de faire simple pour être compris de tous. En droit, on a deux façons de pouvoir établir le lien de causalité. On peut l'établir par présomption, c'est-à-dire que vous avez un faisceau d'indices qui vous amène à conjuguer vers l'analyse entre la faute et le dommage. Et puis vous avez un système qui est de présomption de causalité. La présomption de causalité, elle est très souvent mise en place par les juges, elle est ensuite légalisée. Ce sont notamment les présomptions que l'on connaît dans des affaires de santé publique, telles le sang contaminé ou l'hépatite C. Dans l'affaire du Distypen, c'est mon dernier combat. Il va falloir que la Cour de cassation pose une présomption de causalité. Mais en l'état, les juges s'en revêchent, et nous sommes effectivement encore dans l'obligation de démontrer l'existence entre la faute et le dommage,
et de démontrer que dans ce dossier où l'incertitude scientifique peut effectivement régner, il faut que le juge trouve des moyens de créer sa certitude juridique avec un système de présomption grave, précise et concordante. Alors la complexité là, de l'affaire du DES, c'est qu'un malheur n'arrive jamais seul. Ça serait tellement plus simple si toutes les femmes avaient un utérus santé et si toutes les femmes avaient des problèmes de fertilité. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas et nous ne savons pas pourquoi. C'est pas le cas, ça peut dépendre des doses. Le professeur Blanc vous l'a indiqué ce matin, ça peut dépendre du temps, de l'exposition au produit. Moi je pense que ça dépend aussi de l'individu, parce qu'on ne réagit pas tous aux mêmes médicaments. Et puis il y a peut-être un facteur chance, ou un facteur malchance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces femmes, elles ne présentent pas effectivement toutes les mêmes pathologies. Et puis ces femmes, elles vivent mal, mais elles vivent. Elles peuvent rencontrer des phénomènes infectieux, comme vous et comme moi. Vous, on vous les soignera. Pour elles, c'est la marque que le DES n'a absolument pas d'impact sur les problèmes qu'elles rencontrent. Alors le travail du laboratoire, c'est un travail de sape. Et on va chercher dans tous les dossiers ce qui pourrait expliquer les raisons pour lesquelles cette femme présente des pathologies qui ont l'apparence du distilbène, mais qui, comme le Canada Dry, ne ressemblent pas à l'alcool. Et on va se retrouver dans des lieux de discussion experto où tout va être pris au crible de la loupe. Et on va même aller jusqu'à rechercher les spermogrammes des femmes qui sont dans les parcours de médicalement assistés pour aller voir chez le mari les raisons de l'infertilité d'une femme qui pourtant porte des stigmates sur le plan génital qui sont incompatibles avec la mise au monde d'un enfant. Alors c'est vrai, une femme peut être infertile sans exposition au DES. Une femme peut avoir un accouchement prématuré sans exposition au DES. Mais tout de même, si elle a été exposée au DES, si elle est infertile, et si elle a des accidents gravidiques de grossesse, le suspect numéro 1 peut-être, c'est le DES qu'il faut rechercher. Alors le lieu qui effectivement va être celui du grand combat et qui aujourd'hui nous occupe le plus, et je remercie d'ailleurs les professeurs Ponce et les professeurs Blanc d'accepter d'être aux côtés des victimes qui ont besoin d'experts techniques face aux experts du labo. Le lieu le plus important, c'est le lieu d'expertise. Ce lieu d'expertise, c'est un moment difficile. Difficile parce qu'on parle de soi. Très souvent d'ailleurs, on parle de choses que l'on ne pensait même pas pouvoir dire. Et puis c'est un lieu où tout est mis en question. C'est-à-dire que vous finissez par vous rendre coupable du fait d'avoir demandé qu'on puisse vous dire que vous êtes une fille d'Es. C'est un lieu aussi où les juristes exigent le contradictoire. C'est quoi le contradictoire? Est-ce que c'est communiquer toutes ces pièces? Est-ce que c'est pouvoir débattre ensemble utilement de documents qui sont échangés? Ou est-ce que c'est d'exiger que la jeune femme devienne un cobaye de 3 experts judiciaires, parfois des hommes, des experts des labos, souvent des hommes, et puis si elles le souhaitent, de leur propre expert technique? Alors nous nous sommes battus tout à fait récemment sur la nécessité, parce que les laboratoires devenaient de plus en plus exigeants. L'idée était de dire, nous sommes dans un domaine où l'expert judiciaire est impartial, il est garant des constatations qu'il va poser, donc il va réaliser, si possible, simplement l'expert gynéco, puis on évite de faire venir l'expert qui est là pour quantifier les dommages ou celui qui est là éventuellement pour d'autres raisons, et il va faire état de ces constatations cliniques dont on discutera dans un lieu contradictoire, mais sans que la jeune femme ait à subir l'œil de tous ces médecins pendant l'examen gynécologique. Les laboratoires s'y sont opposés, les experts ont essayé de résister, le juge de Nanterre nous a suivis de façon récente. Elle ajoute dans ses missions que conformément à l'article 2 du Code déontologie médicale, les experts pourront réaliser leur examen dans le cadre contradictoire de constatation qu'ils donneront aux experts privés et aux avocats, mais sans que la victime ait à supporter cette contradiction qui n'a rien à voir sur le terrain médical. Eh bien, je vous le donne en mille. Ces décisions, normalement, qui sont rendues par le juge de la mise en état, sont décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel, parce qu'elles ordonnent des expertises. Mais vous pouvez, en droit, solliciter ce qu'on appelle un appel immédiat du premier président de la Cour. Le laboratoire UCB Pharma vient de saisir dans 5 derniers dossiers où cette nouvelle mission a été proposée le premier président de la Cour, et je plaidais encore vendredi, 3 dossiers pour aller convaincre le premier président de la Cour que le respect de la dignité humaine, ça n'était pas hostile au contradictoire, mais que ça pouvait simplement faire partie de l'intimité. J'attends les décisions du premier président de la Cour,
Mais s'il y a un appel immédiat, ça veut dire que ça remettra en cause encore ce problème de l'expertise. Et quand j'entendais ce matin que finalement le lieu de l'expertise était un lieu difficile, je crois effectivement que c'est un lieu où parfois les victimes sont parfaitement malmenées et il faut être extrêmement vigilant. Si un conseil devait donc être donné, c'est sans aucun doute celui d'être assisté. Assisté d'un avocat, ça me paraît évident. Assisté d'un expert technique, ça c'est une certitude, de façon à ce qu'effectivement cette personne qui se trouve non pas livrée aux experts judiciaires, mais en tous les cas au conseil des labos, puisse se sentir dans une situation qui ne soit pas une situation où on manque l'arrêt cardiaque.